Chapitre 5. Une hyperémotivité. Quand on est hyperesthésique, hypersensible avec une amygdale cérébrale hyperréactive, on est par voie de conséquence hyperémotif. C'est aussi depuis l'enfance que l'on vous reproche votre hyperémotivité et que votre entourage vous serine que vos réactions émotionnelles sont exagérées, anormales et inadaptées. Vous êtes donc plus habitué à culpabiliser de ressentir ce que vous ressentez qu'à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'essayer de le comprendre. Comprendre ses émotions. Pourtant, les émotions ont une fonction, celle de nous prévenir de ce qui se passe autour de nous et de nous donner des pistes d'action pour y remédier. Voici quelques explications pour comprendre à quoi servent vos émotions. Pour approfondir le sujet et retrouver une gestion saine et constructive de vos émotions, je vous invite à lire mon petit livre Émotions mode d'emploi. Nous disposons de 5 émotions naturelles. La joie, la colère, la tristesse, la frustration et la peur, et de 2 émotions apprises, la honte et la culpabilité. Commençons par les émotions naturelles, celles qui sont universelles et que chaque être humain peut ressentir dès sa naissance. La colère, elle nous alerte sur le fait qu'une transgression de nos limites ou une profanation de nos valeurs est en cours. Elle sert à y mettre fin et à faire respecter notre territoire, aussi bien physique que psychologique. Une colère bien gérée est celle que l'on écoute dès l'agacement. C'est à ce stade qu'il est le plus facile d'être efficace dans l'affirmation tranquille de soi. Elle est accompagnée d'un sentiment de puissance et nous reconnecte à notre pouvoir d'agir. La tristesse. C'est un processus de deuil qui intervient quand il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Quand vous êtes triste, posez-vous la question « Quelle tranche de vie arrive à son terme ?» Attention, ne confondez pas tristesse et dépression. La tristesse n'est pas une perte de joie de vivre, c'est juste un mécanisme d'archivage. La frustration. Nous en avons déjà parlé. Elle nous informe que nous avons atteint notre zone d'impuissance et qu'il est temps de lâcher prise. Si nous persistons à vouloir agir alors que nous n'en avons pas le pouvoir, notre frustration se transformera en rage, puis en violence. La violence, c'est le summum de l'impuissance. Faites bien la différence entre rage et colère. La colère est accompagnée d'un sentiment de puissance, parce qu'elle se situe dans notre zone de pouvoir. La rage est accompagnée d'un sentiment d'impuissance. La colère est d'une efficacité impressionnante. La rage ne résout aucun problème. Mais le lâcher-prise demande beaucoup de lucidité et d'humilité. En général, nous préférons culpabiliser. Cela nous donne l'illusion d'avoir encore un pouvoir d'action. La peur. Lorsqu'elle est saine et naturelle, la peur signale un danger ou une nouveauté. Elle est garante de notre sécurité. S'il y a un danger, il faut se protéger. Si c'est une nouveauté qui vous inquiète, il faut vous renseigner davantage. Une nouveauté ne peut être apprivoisée qu'avec une bonne information. Toutes les autres peurs, peur d'être abandonné, rejeté, humilié, peur de vexer, de blesser, de ne plus être aimé, etc., sont des peurs irrationnelles, héritées de l'enfance ou acquises par de mauvaises expériences. Un jour, il faut se donner les moyens de s'en libérer. La joie. Enfin, la joie de vivre est à l'origine le moteur de l'être humain. Elle nous maintient en bonne santé. Cela a été scientifiquement démontré. Les gens joyeux guérissent mieux et plus vite et aussi vivent plus vieux. La joie nous montre le chemin à emprunter. Dans l'absolu, on ne devrait aller que vers ce qui nous procure de la joie et de l'énergie. Mais dans notre monde actuel, tant de choses sont devenues compliquées et contraignantes qu'il devient difficile de faire le tri entre les contraintes incontournables, remplir sa déclaration d'impôt par exemple, et celles dont on peut s'affranchir, fréquenter une personne insupportable au hasard. Si on se laissait davantage guider par la joie, les choses pourraient se passer de façon si aisée et si légère qu'elles sembleraient magiques. Vous savez, la magie, c'est quand l'âme agit. Au lieu de quoi, nous allons souvent à contre-courant dans des directions qui ne sont pas bonnes pour nous. Vous devriez considérer que lorsque les choses se compliquent et s'aggravent, lorsque les obstacles se multiplient, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie. Il est temps de faire demi-tour et on retrouve le lâcher-prise pour éviter les overdoses de frustration. En plus de ces 5 émotions naturelles, l'enfant apprend 2 émotions dites de socialisation.
honte et la culpabilité. Ces deux émotions de socialisation sont censées permettre aux humains de cohabiter en bonne intelligence. Les seules personnes qui devraient les ressentir sont celles dont les agissements représentent un danger pour la vie en communauté ou celles qui transgressent les lois. Vous voyez que nous en sommes loin aujourd'hui. Les choses se sont pratiquement inversées. Les gens déviants sont totalement éhontés et ne ressentent aucune culpabilité. Seuls les braves gens ayant une conscience ressentent honte et culpabilité. Celles-ci sont censées être reçues à un niveau factuel et ponctuel et doivent simplement nous inciter à modifier nos comportements. À un autre niveau que comportemental, elles deviennent inutiles et destructrices. L'hyperémotivité n'est plus un problème quand elle est comprise, assumée et efficacement gérée. On peut alors vraiment parler d'intelligence émotionnelle, ce fameux QE, qui pointe timidement son nez dans les entreprises. Avec votre hypersensibilité, vous recevez les messages de vos émotions plus tôt et plus intensément que la moyenne des gens. Cela deviendra un super cadeau quand vous aurez appris à les écouter et à les décoder. Mais jusqu'à présent, vous viviez ces émotions comme des tempêtes intérieures incontrôlables et handicapantes. Le manipulateur pouvait alors facilement repérer cette hyperémotivité désordonnée et se régaler de jouer avec. Je vous rappelle que lui-même ne dispose que de deux émotions vraies et d'une fausse. Une joie mauvaise, proche de l'ivresse quand les événements alimentent son illusion de toute puissance, de la rage quand la réalité vient la contrer et de l'auto-apitoiement surjoué quand il s'est fait attraper. Quel plaisir d'orchestrer vos tempêtes émotionnelles. Vous connaissez le jeu du « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », le premier des deux qui rira aura une tapette. C'est exactement ce à quoi joue le manipulateur avec vos émotions. Tout son calme s'appuie sur votre hyper-émotivité. Plus vous êtes bouleversé, plus il est glacial. Plus vous restez calme, c'est lui qui perd son self-control. J'ai beaucoup vu ce processus à l'œuvre lors des divorces avec un conjoint manipulateur. Le jeu est de pousser sa victime à bout devant les instances policières, sociales ou juridiques. Elle passera pour folle ou hystérique, ce qui donnera plus de crédibilité par contraste au manipulateur, si calme, si posé et si raisonnable. Inversement, si la victime reste calme et factuelle, le manipulateur perdra ses moyens. Il deviendra nerveux et agressif. Le masque tombera. Mais cela ne peut arriver que lorsque la victime a pris suffisamment de recul pour ne plus réagir de façon primaire aux banderilles qui lui plantent son torero. Vous croyez surréagir alors que c'est lui qui vous teste et qui vous pousse à bout en permanence. Voici comment le manipulateur joue avec vos émotions. La colère. La plupart des suréfficients ne sont pas du tout au contact de leur colère. Ils s'interdisent de juger les autres et ne connaissent pas vraiment leurs propres limites. Enfin, c'est ce qu'ils croient. En fait, leur colère est bien là et bien réelle, mais ils la retournent systématiquement contre eux-mêmes au lieu de la diriger contre l'envahisseur et le profanateur. Ils croient être dans le non-jugement, mais il y a une personne qu'ils jugent avec une sévérité, que dis-je, une férocité implacable, eux-mêmes uniquement. Cette colère retournée contre soi-même laisse tout l'espace au manipulateur de transgresser voluptueusement toutes les limites et de profaner toutes les valeurs. Le suréfficient bouleversé sera bien incapable de se faire respecter. Pourtant, il est maladivement sensible à l'injustice et ses valeurs sont fortes, mais il ne saura pas les défendre. Le manipulateur n'ayant comme limite que les vôtres, si facile à outrepasser, va s'étaler complaisamment et alimenter sa toute-puissance à vos dépens. Quand je lui explique cela, une de mes clientes s'insurge. Je ne me laisse pas faire, je lui dis à chaque fois que je ne suis pas d'accord. Mais protester ne suffit pas, et même ne sert à rien, puisqu'il ne vous écoute pas. La preuve en est qu'il recommence comme si vous n'aviez rien dit. Si vous lui laissez l'espace de recommencer, le message que vous faites passer est précisément « je suis d'accord du moment que j'ai le droit de râler ». Le respect, ça ne se réclame pas, ça s'impose. C'est votre job. Vous aurez besoin de retrouver le contact avec votre colère pour y arriver. La tristesse. Le manipulateur fait le vide autour de sa victime. Il l'isole, l'éloigne de son ancienne vie et la coupe de ses relations. Il fera tout son possible pour lui faire perdre son boulot, la brouiller avec ses proches et l'obliger à renoncer à ses anciennes activités. Tant que vous vivrez avec lui, vous serez condamné à la solitude et à la tristesse. Il vous amène à tant de renoncements, que de deuil à effectuer.
Dans ma pratique, j'accompagne souvent des familles qui ont perdu le contact avec un de leurs proches. Ils l'ont vu se fermer, s'éteindre, s'éloigner, puis couper toute relation au point de ne plus voir ses parents, ses frères et sœurs, ses amis. Ces familles sont si inquiètes et si malheureuses. Elles n'ont même plus son numéro de téléphone, parfois ne savent plus où il travaille ni où il habite. Je me demande comment une victime peut accepter si facilement de sacrifier sa vie, de renoncer à tout ce qu'elle appréciait et blesser tant de gens aimants juste pour satisfaire une personne insatisfaite et haineuse. Votre tristesse ne recevra aucune compassion. Bien que vous obligeant à faire le deuil de tout ce qui vous était cher, votre manipulateur glacial et insensible à vos larmes vous regardera pleurer avec un air dégoûté. La peur. En ce qui concerne la peur, nous l'avons vu, elle est parfaitement légitime en présence d'un manipulateur. C'est objectivement quelqu'un de dangereux et il serait urgent de vous en protéger. Mais la non-protection est une des caractéristiques des suréfficients. Cela va avec le manque de colère. La compassion uniquement orientée vers les autres, mais aussi avec la difficulté à admettre l'existence de la méchanceté et de la malveillance qui pourtant s'étalent sous vos yeux. Dans la cour de récré, déjà, les données étaient brouillées. C'était lâche de se protéger et traître de cafeté et provoquant de se défendre. La seule option valide était de subir sans réagir. On retrouve le même procédé dans les familles maltraitantes. L'enfant doit se taire, supporter et renoncer à se protéger. S'il lève le coude pour protéger son visage d'une gifle, il attise la rage du parent maltraitant. S'il dénonce ses parents, il trahit son clan. Plus tard, dans les bagarres, on attend même d'une personne à qui on veut asséner un coup de poing qu'elle enlève d'elle-même ses lunettes. Ce sera la même mentalité qui régira votre relation. Vous devez tout subir et tout accepter sans réagir. Vous devez vivre dans un climat d'intimidation, de menaces, de représailles et de mise en danger sans chercher à vous en échapper. Habilement, votre manipulateur va inverser l'ordre des priorités. C'est un boulet, mais il vous fait croire que sans lui, vous couleriez à pic. Il ira jusqu'à vous faire redouter ce qui pourrait vous libérer. Il ouvre théâtralement la porte et dit avec emphase « Je ne te retiens pas, t'as qu'à t'en aller ». Quelle aberration que la victime n'ose plus franchir le seuil. C'est facile de faire peur à quelqu'un qui a de l'imagination, mais aussi à quelqu'un qui a une conscience humaniste et qui veut faire preuve d'ouverture d'esprit et de compréhension. Vous avez si peur de blesser, d'être injuste, d'avoir une attitude fermée, de vous tromper, de créer un préjudice à l'autre. C'est un paradoxe. Vous avez peur de ne pas être suffisamment humain alors que vous l'êtes déjà trop face à quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Le manipulateur joue beaucoup avec vos peurs pour asseoir son pouvoir. Nous l'avons vu, l'intimidation est une des ficelles et la peur une des clés du piège. Le principal pouvoir de votre manipulateur est la peur qu'il vous inspire. Le jour où vous n'en avez plus peur, vous êtes libre. Il est donc urgent et important de prendre votre courage à deux mains pour faire face à la situation. Comme beaucoup d'animaux, des chats ne montrent pas qu'ils souffrent pour ne pas devenir une proie. Dans cette logique, je propose à mes clientes d'adopter l'attitude suivante. Même pas peur, même pas mal. Que ce soit vrai ou non, importe peu. L'essentiel est que votre manipulateur y croit. S'il n'a plus de moyen de savoir si ses coups portent ou non, il en sera tout dépité et bien déstabilisé. Le jour où il ne vous fera plus peur, vous découvrirez que cet effrayant tortionnaire est lui-même peureux et lâche, qu'il craint les conflits encore plus que vous et que face à quelqu'un de centré et d'affirmé, il perd toute son assurance. La frustration. Un manipulateur est complètement intolérant à la frustration tout en étant éternellement insatisfait puisqu'il est resté figé dans son illusion de toute puissance infantile. Quand la réalité vient contrarier cette toute-puissance, il fait des crises de rage spectaculaires. Il y rajoute beaucoup de comédie pour vous effrayer, à l'instar du chimpanzé poussant des cris et se donnant des coups de poing sur la poitrine pour intimider l'adversaire. Visualisez-le ainsi, ou comme un sale môme en train de se taper un gros caprice et de vous fusiller d'un regard noir. Vous serez alors très proche de la vérité. Quand les victimes progressent dans l'affirmation de soi, comme elles n'alimentent plus son illusion de toute puissance infantile, elles provoquent ces crises de rage de plus en plus fréquemment. C'est très bon signe. Considérez chacun de ces accès de fureur comme une preuve de vos progrès en assertivité. D'autant plus que si l'adulte que vous êtes ne cède pas, le gamin qu'il est finit par plier docilement. La joie.
Je connais les suréfficients mentaux comme ayant une joie de vivre et un enthousiasme hors norme, du moins tant qu'ils se tiennent loin des manipulateurs. Vous croyez ce pauvre manipulateur malheureux, vous vous trompez, il est juste méchant, allergique à la joie de vivre et à la chaleur humaine. Vous auriez pu vous en rendre compte depuis longtemps car les indices sont nombreux. Il pourrit l'ambiance dès qu'elle est bonne, gâche constamment la fête, saccage toutes les vacances et effacera systématiquement ce sourire imbécile de votre figure. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que vous êtes joyeux, il se débrouille pour vous faire passer l'envie de rigoler ? Faites le test, chantonnez gaiement devant lui et observez sa réaction. Il cherchera par tous les moyens à vous faire sortir de vos gonds et à vous mettre de mauvaise humeur, car il vous trouve globalement trop content et trop satisfait de la vie. C'est pourquoi vous frustrer et vous faire enrager est son plus grand plaisir. Observez son œil torve et jaloux quand vous vous enthousiasmez. En guise de joie, lui ne connaît que l'ivresse triomphale que lui procure sa toute-puissance. Comme il transpose, il pense que si vous êtes joyeux, c'est forcément parce que vous croyez plus malin que lui. Il détruira donc méthodiquement tout ce qui vous procure de la joie, autant pour se rassurer que pour le plaisir de vous frustrer. Les plus sadiques des manipulateurs adorent créer des attentes puis jouer avec les nerfs de leurs victimes. Ils jubilent de lui faire faire des montagnes russes entre espoir et découragement. Quel pouvoir soit leur donne sur l'autre. Même la joie fraîche des enfants leur est insupportable. Ainsi, un père manipulateur promettait à sa fille de lui offrir un lapin, si elle était sage. Il l'emmenait dans les animaleries, la faisait longuement fantasmer sur ces charmants petits animaux, puis à la première occasion la grondait en disant « Puisque c'est comme ça, tu n'auras pas ton lapin ». Et l'enfant était désespéré. Dans mon bureau, la mère divorcée de ce... je ne dirai pas le nom, s'indignait qu'ils jouent ainsi avec les émotions de leur fille. Je vérifie. Vous avez bien compris qu'il n'a jamais eu l'intention de l'acheter un jour, ce lapin. La mère blêmit. Non, bien qu'ayant pratiqué cet individu pendant des années, elle n'imaginait pas qu'il puisse être un salaud à ce point-là. Pourtant, ça aurait dû être évident. Elle sait bien qu'il est trop paresseux pour s'embêter avec un animal de compagnie. Vous voyez, ne pas vouloir voir les enjeux réels de ces situations par idéalisme empêche de protéger les victimes et les empêche aussi de s'armer pour affronter ces situations. L'enfant aurait juste eu besoin que sa mère lui explique en quoi consistait concrètement ce chantage au lapin. Elle aurait pu lâcher prise et le chantage n'aurait plus fonctionné. Vous pouvez transposer l'exemple du lapin avec la bague de fiançailles ou la promotion au travail. Votre manipulateur vous tient tant que vous n'avez pas compris que c'est du vent. Vous avez longtemps cru que votre pauvre manipulateur avait tellement manqué d'amour, de joie de vivre et de chaleur humaine que vous alliez réparer ça. Mais l'humanité n'est ni contagieuse ni transférable. Il va vidanger toute votre joie de vivre, toute votre chaleur humaine et tout l'amour que vous avez à donner jusqu'à vous laisser exsangue, mais sans jamais s'y réchauffer. Même en étant vous-même une fontaine inépuisable, vous ne pourrez pas combler ce puissant fond. Vous y aurez laissé votre peau avant, et pendant tout ce temps, vous aurez privé de votre lumière les gens capables de vous apprécier pour ce que vous êtes. La honte et la culpabilité sont les deux grandes alliées de votre manipulateur. Que de grandes choses il va pouvoir obtenir en activant ces deux émotions. Et facilement en plus, car la honte et la culpabilité des gens qui pensent trop sont intenses et quasi structurelles. Elles font déjà un travail de destruction et depuis longtemps. La honte. Moqué, humilié, rejeté depuis l'enfance parce qu'ayant des idées bizarres et des comportements inadaptés, parce que ne comprenant rien aux implicites sociaux en vigueur, les suréfficients mentaux ont appris à avoir honte d'eux-mêmes, d'une façon intime, donc sans espoir de pouvoir y changer quelque chose. C'est vraiment l'histoire du vilain petit canard. Il est impossible de devenir un beau canard quand on est structurellement un cygne. Le manipulateur en rajoute en se moquant lourdement, grassement, en vous donnant des surnoms grotesques, en vous humiliant dès qu'il y a un public. Vraiment rien de nouveau depuis l'école primaire. Alors il faut vraiment vous débarrasser de cette honte absurde pour ne plus aimanter les manipulateurs qui en font un bras de levier puissant pour leur harcèlement. Il est temps de vous rendre compte que vous êtes un beau cygne et non un vilain petit canard. J'ai récemment trouvé une définition de la honte qui m'a ouvert des horizons ensoleillés pour la guérison. La honte, c'est ressentir le regard d'un prédateur posé sur soi. Dans ma tête, ça a fait tilt. Bon sang, mais c'est bien sûr. La victime de viol a honte. L'enfant battu a honte. La personne moquée a honte. C'est le fait d'être sous le regard et les agissements d'une personne déshumanisée qui déshumanise. La honte est le sentiment de ne pas avoir le droit d'être un humain. Cela arrive quand on est traité comme un objet ou un animal. Cette honte ne vous appartient pas.
C'est le violeur, le moqueur, l'agresseur qui doit avoir honte, pas sa victime. Pour sortir de la honte, il suffit de retrouver un regard simplement humain sur soi-même. Rassurez votre enfant intérieur en lui accordant la bienveillance qu'il n'a pas reçue au moment où il en avait besoin. Quel regard porteriez-vous sur une victime de viol, sur un enfant battu, sur une personne humiliée? Un regard plein de compassion, n'est-ce pas? Que penseriez-vous d'un petit enfant vivant ce que vous avez vécu dans la cour de récréation? Et d'une personne vivant ce que vous vivez aujourd'hui? Auriez-vous envie de la dénigrer ou de vous en moquer? Alors il faut avoir avec vous-même l'attitude réconfortante que vous sauriez avoir pour cet enfant ou cette personne. Bouddha disait « Si ta compassion ne t'inclut pas toi-même, elle est incomplète ». Il est largement temps de mettre ce principe en application. Quant à votre ricaneur, voici comment lui passer l'envie de se moquer. La prochaine fois qu'il essaie de vous humilier, restez silencieux, gardez votre calme et regardez-le avec un mélange de mépris et de pitié, style « Bah, mon pauvre, ça vole bas ». Je vous assure qu'il en sera douché et que ça lui passera l'envie de recommencer. Car bizarrement, la honte que vous ne portez plus revient en boomerang à l'envoyeur. La culpabilité. Nous avons vu que la culpabilisation est une des ficelles de la manipulation et la culpabilité une des clés du piège. Or, les suréfficients mentaux sont déjà des champions du monde en culpabilité. Le manipulateur n'a presque rien à faire. Un jour, je recevais une famille de suréfficients mentaux dont la jeune fille avait une phobie scolaire. Elle culpabilisait tellement d'inquiéter ses parents que je la proclamais médaille d'or en culpabilité. À peine sa mère commença-t-elle à s'exprimer que je m'exclamais « Tiens, voici la médaille d'argent ». Alors le père compléta avec un sourire gêné « Moi je suis la médaille de bronze ». Il est primordial que les suréfficients fassent un vrai travail de développement personnel pour se débarrasser de cette dangereuse culpabilité. Nous l'avons vu, il s'agit d'un déplacement de responsabilité sans y adjoindre le pouvoir d'agir. C'est donc aliénant et ça vous condamne à l'échec. De même, la culpabilité vous évite de devoir faire face à votre sentiment d'impuissance, mais elle vous empêche de vous connecter à votre saine colère, celle qui vous donnerait le pouvoir d'agir. Le prix de la culpabilité est encore plus élevé que vous ne le pensez, car culpabiliser veut dire littéralement se sentir coupable, donc se juger coupable. Au niveau inconscient, cela induit un scénario punitif que le manipulateur se fera un plaisir de mettre en œuvre. J'ai reçu en séance un client anéanti par une rupture, mais refusant catégoriquement d'admettre qu'il avait rencontré un manipulateur. Ah, il ne fallait surtout pas juger l'autre qui était forcément parfait. Bah oui, au début, quand il avait sans masque, hein. Mais sans mettre soi-même plein la figure lors de nos séances et se remettre en question jusqu'au masochisme, ça oui. Sa souffrance faisait peine à voir, mais il n'en a pas démordu. Il était le problème. Son discours disait en substance « Je suis quelqu'un d'inadéquate, c'est bien fait pour moi ». Finalement, peut-être est-ce la raison qui vous pousse à rester sous l'emprise d'un manipulateur. Il vous permet de rembourser cette énorme dette de culpabilité que vous croyez avoir depuis l'enfance. Peut-être que le déclic de sortie d'emprise se fait inconsciemment au moment où la victime estime avoir assez payé pour sa faute. Tout cela est absurde. Si vous n'avez pas tué, pas volé, ni transgressé les lois de votre pays, vous n'avez rien fait qui justifie ce séjour au bagne qui est une relation avec un manipulateur. D'ailleurs, quand bien même vous auriez tué, volé ou transgressé les lois de votre pays, seul un tribunal officiellement habilité pourrait vous juger. Et en attendant, vous seriez présumé innocent. Alors cessez d'aller vous installer tout seul sur le banc des accusés. Le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice n'est pas une émotion à proprement parler, mais c'est un sentiment tellement puissant chez les suréfficients qu'il mérite que je vous en touche quelques mots. Vous avez des valeurs humanistes très fortes et un énorme besoin que justice soit rendue, peu importe le contexte. L'injustice, sous toutes ses formes, vous bouleverse. Le manipulateur, l'ayant bien compris, va jouer sadiquement avec cette faiblesse, car le besoin de justice maladive est une vraie faiblesse. En fermant les yeux, je réentends le gros rire de Franck Farelli et je l'entends encore tonner et marteler. Mais où as-tu vu que le monde était juste ? La lueur tendre et malicieuse dans son regard adoucissait la brutalité de ses paroles. Mais quel atterrissage ! Presque un crash. Pourtant, il avait complètement raison. Le principe de réalité doit passer avant tout. C'est notre base de départ.
Le sentiment d'injustice, si cuisant chez les surefficients, n'est basé sur rien de terrestrement observable. Là aussi, il y a un petit travail de lâcher prise à mettre en œuvre pour ne plus réagir comme un diable qui sort de sa boîte dès que quelqu'un active le bouton injustice. On peut œuvrer à ce que le monde devienne plus juste, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'être. C'est sa réalité. Enfin, à propos d'injustice, une fois de plus, il faudrait faire le ménage devant votre porte. Trouvez-vous que ce que vous infligez à votre vous est logique? L'infligeriez-vous à quelqu'un d'autre? À chaque fois qu'un manipulateur vous a poussé à bout d'une façon ou d'une autre et que vous réagissez de manière émotionnelle, il a gagné. Avec le temps, il saura exactement quoi faire, quoi dire pour vous faire bondir, crier, pleurer, espérer, sur commande. Il n'aura qu'à enclencher le processus au bon moment, au bon endroit, devant la bonne personne, pour vous faire passer pour fou ou hystérique. Sans recul, enfermé dans votre prison émotionnelle, vous croyant légitimé à exploser, vous vous discréditerez tout seul. Voici un exemple tout récent. Dans la quiétude de la nuit, une voix d'homme excédé déchire le silence en hurlant à s'en faire péter les cordes vocales. « Mais tu vas la fermer, ta gueule !» À votre avis, que vont en penser les voisins? Que c'est un malade violent et agressif avec une pauvre femme persécutée? Ou que ce pauvre homme a été chauffé à blanc par une compagne harceleuse et vicieuse? Ou simplement qu'il ne sait pas maîtriser ses nerfs? Quand vous conduisez votre voiture, vous devez toujours rester maître de votre véhicule. De même, la société pense que vous devez rester maître de vos émotions. Et même si c'est plus compliqué pour un hyper-émotif, elle a raison. Il est donc urgent de vous mettre au yoga, à la sophrologie ou à la méditation. Cela aura des effets plus que bénéfiques pour vous. Une de mes clientes me raconte, étant devenue une véritable pile électrique, elle s'est récemment mise à pratiquer la méditation de pleine conscience. Sa zénitude nouvelle lui a apporté un recul incroyable sur les événements. C'est ainsi qu'elle a découvert que c'était son mari qui la mettait délibérément sur les nerfs. Maintenant, elle le voit arriver avec ses gros sabots et repère toutes ces petites agressions sournoises. Elle le voit aussi être tout dépité que ses provocations ne fonctionnent plus et se renfrogner en attendant de tenter autre chose. Elle confirme. En le fait, il est tout le temps en train de me chercher. Je ne m'en rendais pas compte. On dirait qu'il n'a que ça à faire. Mais elle s'interroge aussi sur la pertinence de rester avec un homme qu'elle découvre aussi immature que malveillant. Votre nouvelle gestion des émotions n'aura que des avantages. D'abord, vous n'userez plus votre organisme en l'épuisant avec vos états émotionnels. Ensuite, vous aurez l'esprit plus clair et plus de recul sur les situations. Vos émotions peuvent réellement devenir vos guides et vos alliés. Il vous faut juste apprendre à les écouter au lieu de les comprimer en essayant vainement de les refouler. L'hyper-empathie. Les surefficients sont hyper empathiques. Ils captent, ressentent et vivent les émotions des autres comme si c'était les leurs. Il s'agit moins de compassion que d'un véritable envahissement émotionnel proche du parasitage. Ces hyper empathiques expliquent en partie le déficit d'attention des enfants surefficients à l'école. Comment pourraient-ils rester concentrés à côté d'un enfant agité? Capter en continu les émotions des autres peut être très perturbant et très fatigant. Certains surefficients en deviennent agoraphobes, fuient les transports en commun et les grandes surfaces et s'isolent tant ils ont besoin d'être assaillis par les angoisses des autres. Ils ont l'impression, d'être assaillis par les angoisses des autres. C'est pourquoi une bonne connaissance et une bonne gestion des émotions sont indispensables quand on est hyper empathique. Pour commencer, cela vous permet de savoir quel est ce mal-être qui vous envahit. Est-ce de la colère, de la tristesse, de la peur, de la frustration, de la honte ou de la culpabilité? Ensuite, vous pourriez faire le tri entre vos émotions propres et celles qui vous viennent de l'extérieur. À qui est cette tristesse que je ressens? Cela mettra enfin du sens sur ce qui se passe. Si cette personne est triste, tout va bien. Elle est en processus d'archivage. Si elle est en colère, elle a des limites à poser, etc. Vous pourrez ainsi garder votre discernement et transformer votre empathie en compassion véritablement aidante. Cette personne pleure, tant mieux, il vaut mieux que ça sorte. Elle sera soulagée, elle a besoin que vous puissiez l'accompagner sans être vous-même bouleversé. Voici une petite blague que j'aime beaucoup. Le problème d'être empathique, c'est que vous êtes désolé pour les trous du cul aussi. En vivant aux côtés d'un manipulateur, vous éponchez son stress, son mal-être, sa méchanceté, sa jalousie et sa rage. Tout ce qu'il arrive à exporter, vous le ramassez comme une éponge. Mais comme vous essayez de le comprendre avec vos critères
personnel, vous ne donnez pas la bonne signification à ce que vous captez. N'oubliez jamais que les autres peuvent avoir un programme très différent du vôtre. Votre système de croyance personnelle vous maintient dans l'illusion que l'on peut prendre tout le monde par les sentiments. C'est totalement faux en ce qui concerne le manipulateur. Les sentiments, il s'en fout. Vous seriez tellement malheureux de vivre ainsi, pas lui. Vous ne réalisez pas qu'il est à l'aise dans son vinaigre comme un cornichon dans son bocal. Il aime la bagarre, le conflit, les disputes. Il se régale des faits divers sordides, s'excite quand c'est la pagaille, adore quand il y a des grèves, des manifestations et des conflits sociaux. Il jubile même à l'annonce d'un décès parce qu'il a l'impression de triompher du mort. Traduit en langage de toute-puissance infantile, cela donne « c'est bien fait pour lui, il fumait trop ». Lui est trop bête, moi la mort ne m'aura pas. Tout cela est tellement éloigné de votre système de pensée que vous ne pouvez pas correctement décoder ce que vous captez. Alors vous lui appliquez vos valeurs qui ne collent pourtant pas avec ses comportements et vous le plaignez de vivre dans ce monde qui vous fait horreur mais où lui se complaît. Finalement, une véritable empathie consisterait à lui laisser le droit de vivre selon ses valeurs, certes infectes de votre point de vue, mais sans vous en encombrer ni lui demander d'en changer.